Vous allez recruter un négociateur ? Je vais essayer de vous aider en préparant cet entretien d'embauche. Surtout si vous n'êtes pas négociateur vous-même. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1, je vous invite à aller le voir dès maintenant. Il traite des questions basées sur la connaissance du métier de négociateur. Le deuxième point à vérifier lors de cet entretien d'embauche concerne les compétences juridiques. À partir du moment où il y a négociation, il y a contrat. Et un contrat, même si des modèles sont établis, ne se négocie pas, ne s'écrit pas ou ne s'adapte pas n'importe comment. Pour cela, il faut suivre des règles, et ces règles sont définies par la loi. Bien sûr, le but n'est pas de s'assurer qu'en face, on a des négociateurs du niveau d'un juriste, c'est pas le but. Mais on doit à minima s'assurer que les personnes en face connaissent un minimum de règles légales qui concernent leur métier et surtout que ces personnes connaissent leurs limites et quand faire appel à un avocat ou à un juriste sur des clauses qui vont dépasser leurs compétences. Bien sûr, plus l'acheteur ou le commercial seront expérimentés, moins ils auront besoin de faire appel à des compétences externes dans ces domaines. Dans le domaine, une première question qui peut sembler toute bête, mais qui peut faire toute la différence est « qu'est-ce qu'une commande ?» Toute réponse à cette question qui laisse entendre qu'une commande vaut un contrat ou qu'à partir du moment où elle est émise, elle engage les parties, devra être considérée comme une question fausse. Et cela montrera une grave incompréhension des notions juridiques de base associées au métier. La base est de comprendre qu'une commande n'est qu'une intention d'achat émise par un acheteur. La commande doit comprendre un objet et une contrepartie, qui comprend, bien sûr, le paiement d'une somme d'argent. Avec cette question toute simple, en fonction de la façon dont va réagir le candidat et la façon dont il est capable de développer sa réponse et d'apporter une réponse fiable et concise, montrera tout de suite le niveau de ce candidat. Vous pourrez par la suite continuer à approfondir cette question si le candidat n'a pas de lui-même apporté les précisions, par une question du type « Quelles sont les conditions que doit contenir une commande ?» ou « Quelles sont les conditions que doit préciser une commande ?» Et là, on va attendre des réponses précisant de manière le plus exhaustive possible, à minima, les incoterms, le délai de paiement, les conditions de rétractation, le transfert de propriété, les conditions d'acceptation, les pénalités de retard, les remboursements de non-qualité, les conditions de garantie, et j'en passe, et j'en passe. Mais, en tout cas, le candidat, il devra être capable d'établir une liste relativement longue de toutes les conditions que doivent définir une commande. J'aime bien associer cette question avec une autre. Alors là, pour le coup, il n'y a pas de bonne réponse. Mais cela donne vraiment une bonne vision de l'expérience du candidat. Ma question est, pour vous, quelle est la clause la plus difficile à négocier ? Bon, on le sait, c'est certainement pas le prix. Mon expérience, elle peut être différente pour d'autres, mais mon expérience a été, pour moi, la clause de propriété intellectuelle. Et j'entends pas difficulté par manque de connaissances techniques ou juridiques sur une clause. J'entends plutôt une difficulté à amener un argumentaire construit dans le domaine et ce sur quoi les autres parties ont été le plus accrocheurs. Et j'étais dans un domaine où la propriété intellectuelle était primordiale. Et mes fournisseurs négociaient bec et ongle tous les termes des clauses de la propriété intellectuelle.
Une autre question du type « qu'est-ce qu'une commande ?» qui paraît encore à nouveau toute bête, mais qui en apprend beaucoup, et « qu'est-ce qu'un contrat ?» Là, bien sûr, on doit attendre une réponse qui précise, car contrat est un accord entre deux parties. Toutes les réponses stipulant que c'est un document papier, ou que c'est encore pire que c'est un document issu d'un ERP, sont à considérer de manière stricte comme fausses. C'est pas une vision d'acheteur, c'est une vision d'approvisionneur, cette question. Il ne faut pas oublier qu'en droit français, la forme n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est l'accord entre les parties. Et à partir du moment où il y a accord, qu'il soit verbal, par écrit, dans un support officiel ou dans un support moins officiel, le contrat est formé. Une autre question sur une compétence primordiale est quelle est la différence entre le droit germano-romanique et le droit de la common law. Pour tous ceux qui ont à faire des négociations à l'international, il est vraiment capital de connaître les grandes différences. Si le candidat n'est pas capable de les expliciter de manière claire, alors là, vous n'aurez pas affaire à un candidat capable de faire du commerce international. Bon, ce n'est pas le but de la vidéo de revenir sur les grands principes, mais je vais vous en citer 2 points. Le premier, on va plutôt se baser sur l'intention des parties lorsqu'ils ont signé, alors que sur un droit de la common law, on va se baser sur une interprétation littérale de ce qui est écrit. Un deuxième point, par exemple, de différence, est qu'en droit germano-romanique, le droit est issu de textes de loi, alors que dans la common law, le droit est essentiellement issu et basé sur la jurisprudence. On voit tout de suite qu'il y a une différence capitale sur l'autonomie du juge dans les 2 droits. Je vous invite maintenant à accéder à l'épisode 3 qui traitera de l'évaluation des compétences en négociation. Vous pourrez cliquer sur la vignette qui se présentera ici lorsque l'épisode sera disponible. Maintenant, n'oubliez pas le pouce bleu si cette vidéo vous a plu, la cloche de notification et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt sur une autre vidéo.